journal de province. Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce vendredi soir. Plus question d'avion d'atterrir à Chikapa dans la province du Kasaï. Les vols viennent d'être suspendus momentanément. Décision prise depuis le samedi dernier par le commandant de la régie des voies aériennes Chikapa. Et pour cause, l'aéroport est fermé suite à l'impraticabilité de la piste d'atterrissage totalement détériorée par les eaux de la pluie. Pas seulement, la piste est aussi menacée par une grosse tête d'érosion. Les images à suivre dans ce journal. Également, au sommaire de votre 19h, plusieurs chantiers à Kinshasa piétinés et peinent à avancer. Sur le terrain, il s'observe un sérieux retard. Certains chantiers prévus pour quelques mois, mais qui, 2 ans plus tard, sont encore inachevés. Une délégation des sénateurs et l'OVD est aujourd'hui sur le terrain pour inspecter tous ces chantiers à problème. Il s'observe le problème des financements et d'expropriation. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur nos régions de la radio-télévision nationale congolaise. 6 ans après, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, foule de nouveau les sols de la Serbie. Pendant 72 heures, le président de l'RDC va discuter avec son homologue serbe et les hauts responsables de ces pays. Les échanges vont tourner autour de la coopération dans les secteurs de l'agriculture, mines et autres domaines entre les deux pays. Plus de précision avec Blandine Zoff. Jeudi 27 novembre 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri dans la ville de Belgrade, signant sa deuxième visite d'État en Serbie depuis celle mémorable de 2019. Le chef de l'État congolais, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre serbe des Affaires étrangères et une escorte militaire. Le programme de la visite d'État du président de la République en terre serbe s'étend sur 3 jours. Le chef de l'État aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue serbe Alexander Vučić. Une autre rencontre est prévue avec des hauts responsables serbes et congolais qui vont discuter autour des questions de partenariat stratégique dans différents domaines. En effet, la République démocratique du Congo entend approfondir sa coopération avec la Serbie dans les secteurs à grands enjeux tels que la sécurité et la défense, l'agriculture, les mines et les ressources naturelles. À cette occasion, plusieurs accords seront signés. Pour Kinshasa, cette visite marque une étape importante dans sa volonté d'élargir ses alliances internationales et de diversifier ses partenariats. Concernant l'axe économique, la République démocratique du Congo souhaite s'inspirer du modèle de développement de ce pays ami qui a su relancer son essor économique après la crise post-démembrement de la Yougoslavie. Au chapitre de la diplomatie, la Serbie est intéressée par la diplomatie d'ouverture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et souhaite réchauffer sa coopération multiforme avec la RDC. En s'ouvrant à des nations moins traditionnelles, le chef de l'État congolais démontre sa volonté de diversifier les alliances de la RDC sur le plan mondial. Ces accords entre la RDC et la Serbie sont perçus comme un indicateur fort et un jalon vers un partenariat soutenu. Décidément, cette deuxième visite du chef de l'État en Serbie est un élément de la stratégie de Tshisekedi pour établir la RDC comme un acteur incontournable sur le plan international, tout en faisant avancer la diplomatie et le développement économique du pays. Par ailleurs, en sa qualité de président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo voit en ces accords le témoignage de son engagement en faveur d'un leadership proactif et innovant dans un contexte régional complexe. Outre des cérémoniales officielles, dont l'accueil protocolaire au palais présidentiel, les deux chefs d'État livreront publiquement une déclaration conjointe afin de clôturer cette visite de haute intensité diplomatique. Avec une population évaluée à près de 1,4 million d'habitants,
Belgrade, la capitale de la Serbie, se dresse fièrement à la confluence des rivières Sava et Danube. Une ville riche en histoire et en culture, véritable carrefour entre l'Europe centrale, l'Europe du Sud-Est et l'Orient. Un positionnement géographique qui confère à cette ville le statut d'un centre politique et logistique majeur. Les blessés de guerre dans la province de l'Ituri ne sont pas oubliés. Internés dans plusieurs hôpitaux et centres de santé pour des soins appropriés, ces hommes en uniforme ont reçu la visite du vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui est en mission de travail sur place. Jean-Pierre Liaou a aussi sensibilisé sur le bien fondé de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la vie de militaires et policiers. Après avoir sensibilisé ces hommes et femmes sur la raison d'être de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics, SENSAP en sigle, dont les militaires, policiers et leurs dépendants, ici dans la salle Ishara, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a visité les installations et militaires à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. À ses côtés, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Tout cela au nom du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis d'abord sidéré et horrifié par la gravité de blessures, encouragé par leur engagement. Leur engagement est intact malgré leur état de blessés de guerre. Ça, c'est encourageant de voir de jeunes patriotes, de militaires aussi dévoués à la cause de la paix, de la sécurité de nos frontières et de notre peuple. Jean-Pierre Liaou a demandé à ces hommes à pouvoir défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Il y a des patriotes qui se battent. Certains tombent dans le champ d'honneur, le champ de bataille, et d'autres survivent. Et ceux-là, non-héros, qui sont partis et non-héros qui sont encore en vie, méritent d'être célébrés, méritent d'être protégés, méritent toute notre attention. Rappelons que le VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita avait visité également ces blessés de guerre accompagnés du gouvernement militaire de l'Ituri. Question de raviver leur morale et surtout rallumer dans leur cœur la flamme patriotique. Je le dis au sommaire, plusieurs chantiers à Kinshasa piétinés et peinent à avancer. Sur le terrain, il s'observe un sérieux retard. Certains chantiers prévus pour quelques mois, mais qui, 2 ans plus tard, sont encore inachevés. Une délégation des sénateurs et l'OVD était aujourd'hui sur le terrain pour inspecter tout le site à problème. Il s'observe un problème de financement et d'expropriation. Regarde. C'est sur le pont Molendo, situé sur l'avenue portant le même nom, dans la commune de Ngaliema, que la visite de ces sénateurs, tous membres de la commission infrastructure et aménagement du territoire, accompagnés du directeur général adjoint de l'office des voiries et drainage, Vena Baroumé, a commencé. Un chantier prévu pour 8 mois, mais qui 12 mois plus tard restait toujours inachevé. Les parlementaires ont exprimé leur inquiétude face à ces retards jugés inexplicables. Sur place, la délégation s'est également entretenue avec un officier de police sur une autre problématique, l'occupation anarchique des chaussées transformées en parking au mépris de règles de circulation. Deuxième étape, la célèbre érosion des Massikita. Ici, les travaux des luttes anti-érosives sont avancés à 80%. Cette gigantesque tête d'érosion menace toujours les habitations riveraines. Ces élus des élus ont salué les efforts en cours, mais appellent à l'accélération du rythme pour sauver les familles encore exposées. La tournée s'est poursuivie sur les avenues Mbala, Dumez et Makingo, qui sont toutes dérangées par des têtes d'érosion. Plusieurs constats ont été faits dans tous ces chantiers exécutés par l'OVD, entre autres lenteur des travaux, problème d'assainissement et manque de signalisation, a précisé le vice-président de la commission. Le constat est très difficile à annoncer. Des problèmes liés à l'occupation de l'emprise de la route. Il y a des marchés le long
et il y a même des véhicules. Ce n'est pas les lieux indiqués pour les garages. Parce que si vous jetez de l'huile sur une chaussée souple, ça pose des problèmes. Donc nous devons éviter cela. Le parlementaire promet un rapport détaillé au Sénat pour que des mesures urgentes soient prises pour accélérer les travaux sur ces chantiers. La radio-télévision nationale congolaise RTNC, station provinciale de l'Ituri, dotée de nouveaux matériels pour son fonctionnement, comme table de spickage et technique. Ces dons portent la signature de la société Good News, nous dit Junior Selemani dans ce reportage. C'est sur le pont Molendo. Le partenariat public-privé prend de l'ampleur au sein de la RTNC, station provinciale de l'Ituri. L'esprit managérial impulsé par Madame la directrice générale de ces médias publics, Sylvie Nyembo Elengi, est porté en province par le directeur provincial Banks Mubengo Katunji. Soucié d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la RTNC, l'entreprise Good News a procédé ce mercredi à la remise officielle de tables d'espickage et de techniques à la station. Cette initiative a été saluée par Olenga Umba Espoir, porte-parole de Good News, qui a souligné l'importance de ce geste pour le bon fonctionnement de ces médias publics. Cet acte, c'est d'abord un acte de reconnaissance des efforts qui ont été fournis jusqu'à présent par son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, à travers la RTNC. Et aujourd'hui, nous venons appuyer ces efforts du gouvernement. Le directeur provincial Banks Mubengoa Katonji n'a pas manqué de mots. C'est un partenaire du gouvernement. Et à travers ça, Good News a estimé qu'il a fallu nous apporter sa contribution en termes de tables de spickage pour le studio de spickage et pour la technique. C'est à quoi nous remercions Good News. Depuis l'arrivée du nouveau directeur à la tête de la RTNC Bunia, plusieurs innovations notables ont été enregistrées. Parmi elles, la modernisation du bâtiment de la station et un lobbying actif ayant permis l'acquisition d'un émetteur radio d'une capacité de 2000 watts par la direction générale destinée à desservir l'ensemble de la population de l'Ituri pour sa pacification. Les importateurs dans la province de l'Ituri ont difficulté. La route nationale numéro 7 se dégrade jour après jour. Inquiets, ces importateurs lancent un cri de détresse aux autorités nationales pour la réhabilitation urgente de cette route. État de la route nationale RN27, les voix s'élèvent pour plaider en faveur de sa réhabilitation. La plus récente est celle de l'opérateur économique de l'Ituri, James Kenda. Cet importateur de Renault dans la région dit reconnaître l'importance de cette route qui relie Komanda à Golé, à la frontière avec l'Ouganda, d'où proviennent beaucoup de produits en passant par Bunia. L'état de la route RN27 n'est pas bon. Il faut l'asphalter. Nos camions avec des marchandises à l'importation connaissent de sérieuses difficultés. Que le gouvernement signe des contrats avec des entrepreneurs pour son asphaltage. Nous voulons être comme ceux qui font Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Kolwezi, Kasumba, Lessa. Si cela se produit ici chez nous, ce sera une très bonne chose pour le développement de ce coin du pays. Nous plaidons que ce marché de construction de la route RN27 soit accordé aux entreprises locales. Une façon pour le gouvernement central de les soutenir et les encourager. Pour ces travaux, James Kenda veut voir le gouvernement congolais privilégier les entreprises des fils du coin pour leur exécution car elles ont prouvé leur capacité dans ces secteurs. Les fils de Harou a salué les travaux d'infrastructure réalisés en Ituri, particulièrement à Bunia, par le gouvernement central et l'administration militaire. C'est le cas des routes urbaines à Bunia, l'université de Bunia et l'aéroport de Murongo, dont les travaux connaissent des avancées significatives pour accueillir des gros porteurs. Je me réjouis de la construction de l'Unibu et l'aéroport de Murongo ici à Bunia. Je félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouvernement central pour ses œuvres réalisées dans cette province de l'Ituri. Notons que l'Ituri est l'une des provinces du dernier démembrement qui fait la fierté de la RDC avec son développement. La grande finale de la 5e édition du concours d'éloquence interuniversitaire Ishango approche. Parmi les étudiants qui vont aussi s'affronter figurent les étudiants de la province du Lualaba qui ont été réconfortés. Regardons.
Tôt le matin de ce jeudi 27 novembre, une forte délégation de l'Université technologique du Lualaba se rend à l'aéroport de Koulézi. Elle y conduit Marianne Tembele, étudiante en bac 2 économie, lauréate de la province du Lualaba, pour participer à la 5e édition du concours interuniversitaire d'éloquence Ishango qui se tiendra à Lubumbashi. Dans la délégation, on a su apercevoir ses collègues étudiants, sa mère ainsi que le secrétaire général à la recherche de l'Université technologique du Lualaba, maître Élisée Chinyamzav. Avant l'embarquement prévu pour 8h30, la lauréate Marianne Tembele, sachant qu'elle va concourir avec les lauréats venant des autres provinces du pays, présente sa sérénité. Ça me donne beaucoup de force. Premièrement parce que je me dis que je viens quand même de loin. Et si je suis arrivée ici, c'est parce qu'ils estiment que j'ai assez de force pour aller représenter. Alors c'est vraiment un honneur. Que si je me retrouve ici d'ailleurs, c'est parce que mon université a pris cela en charge. Et c'est aussi d'eux qui est venue la proposition de participer au concours. Je n'avais pas connaissance de ce concours jusqu'à ce que l'université me contacte. Une occasion pour le secrétaire général à la recherche de l'Université technologique du Lualaba d'encourager les autres étudiants à emboîter les pas de la lauréate. On encourage toujours nos étudiants à fournir les efforts d'eux-mêmes, à produire ce qu'ils ont à l'intérieur et afin que l'université puisse n'est-ce pas, les accompagner, les prendre en charge comme on l'a fait aujourd'hui. Donc les opportunités, il y en a à l'Université technologique du Lualaba. Il y a bien des choses qu'il faudra découvrir. L'Université technologique du Lualaba, dans sa mission d'accompagner les étudiants dans un encadrement tout azimut, a pris en charge la lauréate du Lualaba pour assurer sa meilleure préparation. Restons toujours dans la province du Lualaba où les autorités provinciales ont échangé avec une délégation de la société Tenke Fungurume. Les échanges ont tourné autour de l'exploitation minière. Regardons. Mardi 24 novembre 2025, la délégation de l'association socioculturelle Luanzo Mikuba, conduite par son président national Eugène Kassato, le président du comité de sages Katwiteba, ainsi que le président provincial du Lualaba, Pichundaï, accompagné de plusieurs membres de son comité, a effectué une visite officielle au sein de l'entreprise minière TFM dans la province du Lualaba. Cette délégation a été reçue par la haute hiérarchie de TFM, représentée par le CPO, M. Wu, entouré de ses collaborateurs, notamment les responsables des ressources humaines, des relations extérieures, ainsi que d'autres cadres supérieurs de l'entreprise. Au centre des échanges, l'état des lieux du partenariat entre TFM et la communauté Luanzo dans une dynamique de collaboration mutuelle bénéfique et de développement local durable. La délégation Luanzo Mikuba a salué les efforts déjà consentis par TFM dans la mise en œuvre des projets de développement inscrits dans le cahier des charges, conformément aux attentes des communautés affectées. Pour les responsables de Luanzo, ces réalisations traduisent le respect de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de développement communautaire. Au cours de discussions, le président national Eugène Kassato et le président du comité des sages Katuteba ont réitéré à la direction des TFM l'importance d'assurer une représentation équitable des communautés locales, en particulier celle de Luanzo Mikuba, dans l'ensemble des catégories professionnelles de l'entreprise. Dans son plaidoyer, Eugène Kassato a insisté sur la nécessité pour les deux parties de préserver un climat de paix, de quiétude et de vivre ensemble, conformément à la vision du chef de l'État, portée au Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Les inspecteurs de l'ARSP ont mission des contrôles aux installations de la cité minière d'Edurba à Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, lui aussi est descendu sur place pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux de contrôle. Regardez. Faisant le point sur sa mission de 48 heures dans la cité minière de Dourba à Ouacha, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo, Miguel Cachal, indique être venu réconforter son équipe qui travaille depuis quelques jours sur l'évaluation des recommandations de l'année dernière. La mission n'est pas finie. Nous sommes venus pour assister les équipes sur place et qui continuent les travaux. Nous allons
attendre la fin du contrôle. Je pense qu'il y aura des résolutions qui seront prises après les contrôles. Les gardiens des intérêts des entrepreneurs locaux saluent l'accompagnement dont son équipe et lui-même bénéficie de la part du gouverneur Jean Bakomi Togambu du Haut-Ouélé, mais aussi de la part du directeur pays de la société Kibali Goldmine pour la réussite de cette mission. Je tiens vraiment à saluer la collaboration de l'entreprise Kibali Gold, à saluer l'accompagnement de la province représentée par le gouverneur des provinces lui-même afin de pouvoir contribuer à la vision du président de la République, chef de l'État, qui est celle de développer la classe moyenne congolaise, de développer l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap. Nous demandons à toute la population de faire confiance au président de la République. Le contrôle qui est en train de se dérouler, c'est un contrôle très décisif qui va changer le tournant économique de notre pays et de l'histoire de notre pays, de l'indépendance économique du Congo, comme l'a dit le président de la République lors de sa prestation de serment devant la nation. Avant de s'envoler, Miguel Cachal appelle toutes les parties aux discussions, à l'apaisement. C'était en 1925, 100 ans déjà, depuis la création de la paroisse de Christ-Roi d'Aketi dans le Bas-Ouélé. Les activités commémoratives pour célébrer ces centenaires viennent d'être lancées par un émissaire de la sénatrice Carola Guito. C'était en présence de plusieurs fidèles de cette paroisse. Les festivités du centenaire de la paroisse Christ-Roi d'Aketi ont été rehaussées par l'engagement exemplaire de l'honorable sénatrice Carole Aguito Amela, qui a démontré un soutien complet à la communauté et à l'œuvre de Dieu. Son implication fut d'abord spirituelle par le déploiement d'une forte délégation menée par l'honorable Guilhem Opanga, député provincial élu de la ville de Buta. Ce geste a été suivi d'une libéralité remarquable via une contribution financière de haut niveau assurant la réussite logistique du jubilé. Je suis très heureux, le diocèse est dans ma ville de Buta. Je suis ici avec double casquette, en tant qu'élu de Buta et représentant de la sénatrice Carola Guito. Elle voulait aussi être là, avec nous, pour ces centenaires, mais les charges de l'État l'appellent. C'est une servante de Dieu, elle a tenu à envoyer son cadeau pour ce centenaire. La sénatrice Carole Aguito Amela a posé une action concrète et durable en offrant 3 motos à l'église locale, des outils stratégiques pour améliorer la mobilité des clergés et étendre l'évangélisation dans les zones reculées d'Aketi. Un soutien qui honore le peuple et la foi. Le projet des 10 budgétaires exercice 2026 de la province du Kasaï central déjà sur la table de l'Assemblée provinciale et c'est le gouverneur de cette province qui l'a déposé. Il estime que ce projet tient en compte tous les besoins sociaux de la population. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulounkonko, a officiellement déposé ce mardi 25 novembre 2025 le projet des 10 budgétaires pour l'exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. L'activité s'est déroulée au cabinet du président du bureau d'âge, Stéphane Mwanda Malombo, qui a réceptionné le document au nom de la première institution de la province. Devant la presse, le chef de l'exécutif provincial, qui dut réserver la primeur à l'autorité budgétaire, a tout de même rassuré que des dispositions ont été prises afin de garantir un budget réaliste, conçu pour répondre aux besoins essentiels de sa population. Nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, effectivement pour répondre à une obligation constitutionnelle, celle de pouvoir déposer le projet des 10 budgétaires pour l'année 2026 dans les délais. Nous avons répondu à l'exigence et nous avons préféré donner cet édit à l'Assemblée provinciale qui devra faire son travail bien entendu avant l'adoption. Ce budget ne sera pas déroulé aujourd'hui, le contenu est à la primeur de l'Assemblée provinciale, mais je pense que nous avons fait des efforts pour que ce soit un budget réaliste. Ce projet des 10 budgétaires, désormais entre les mains des députés provinciaux, sera soumis à un examen approfondi avant son adoption plénière par la représentation provinciale.
Joseph Moïse Kambulunkonko réaffirme ainsi sa volonté à placer la gestion budgétaire au cœur de l'action publique dans une démarche de transparence et de responsabilité vis-à-vis des citoyens du Kasaï central. Je le dis au sommaire, plus question d'avion d'atterrir à Chikapa dans la province du Kasaï. Le vol vient d'être suspendu momentanément. Décision prise depuis le samedi dernier par le commandant de l'RV à Chikapa. Et pour cause, l'aéroport est fermé suite à l'impraticabilité de la piste d'atterrissage totalement détériorée par les eaux de la pluie. Pas seulement, la piste est aussi menacée par une grosse tête d'érosion. Construit depuis 1954 par la Fourminière, l'aéroport national de Chikapa, qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé au niveau de sa piste d'atterrissage, ne reçoit plus de vols en provenance de Kinshasa et ailleurs depuis samedi dernier suite à la dégradation de la piste causée par les eaux de pluie. François Kazungi Lakitaka, commandant RVE Chikapa, qui s'est confié à notre micro après une ronde effectuée ce jour sur la piste d'atterrissage de cet aéroport, explique pourquoi il a pris la décision interdisant l'atterrissage des avions à Chikapa. La dernière pluie qui s'est abattue chez nous ici, la pluie a commencé de 23h à 6h du matin. Ça a vraiment bousillé les travaux que nous avons faits la semaine passée pour boucher le trou qui s'était créé. Les avions, ce sont des machines très sensibles. Moindre secousse, moindre coup, c'est les chocs au niveau de l'appareil. Cette piste est également menacée par ces ravins très actifs qui progressent chaque jour qui passe. Il s'est de rappeler ici qu'un montant de 400 000 $ américains a été donné il y a peu à l'entreprise Horizon Massamba Corporation à travers le projet SICOMINE pour le démarrage des travaux de construction et modernisation de l'aéroport de Chikapa. Fort malheureusement, ces travaux n'ont jamais démarré. Ces 3 conteneurs vides, enfermés dans cet enclos, c'est tout ce qui est par rapport à ces projets de modernisation de l'aéroport de Chikapa. Le territoire de Kahemba, dans la province du Kwango, a vibré de colère. La population était dans la rue pour une marche de protestation. Elle dénonce la pénurie d'eau, d'électricité, le manque de routes dans la cité des policiers et militaires. La population du territoire de Kahemba, l'un des 5 territoires qui composent la province du Kwango, était dans la rue le mardi 25 novembre dernier. Ses habitants dénoncent entre autres la dégradation très avancée des infrastructures routières, la multiplication des services de taxation non reconnus. Un mémo a été lu et déposé à l'administrateur du territoire adjoint contenant tous les desiderata de la population par la société civile organisatrice de cette marche. Nous, membres des forces vives de la société civile de Kahemba, avons constaté avec regret que Kahemba traverse une période la plus sombre jamais vécue dans son histoire. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le territoire est dans un état avancé de délabrement des routes et avenues de la ville de Kahemba. Affaissement des ponts, des rivières Kahemba, nous avons constaté l'autorisation monnayée des véhicules lourdement chargés sur les ponts Luchima interdit suite à son affaissement. Aussi, nous avons remarqué le manque d'harmonie des habitants du territoire dans leur bureau. Par votre inimitié, vous tuez notre territoire. À travers cette marche, la population du territoire de Kahemba voulait interpeller les autorités tant nationales que provinciales à trouver des solutions urgentes aux problèmes qui rongent ce coin de la province du Kwango. Bientôt, c'est la reprise de trafic sur l'avenue 4 janvier dans la province du Maniema. L'avenue a été fermée pour d'intenses travaux financés par le gouvernement de la République. L'annonce a été faite par le directeur provincial de l'OVD de la province. Regardez. Relancé le 14 octobre dernier sur financement du gouvernement de la République, les travaux de réhabilitation des canaux jumelés sur la place Sonaïdrok de Kindu atteignent désormais le niveau de 75% de leur exécution.
Pour l'instant, l'Office de voirie et drainage procède au remblayage de l'avenue du 4 janvier rénovée après s'être coupée en deux par les eaux de pluie diluviennes qui s'étaient abattues sur les chefs-lieux de la province du Maniema en février 2023. À en croire le directeur provincial de l'OVD Maniema, trouvé ce jeudi 27 novembre 2025 sur les chantiers, son entreprise travaille dans l'arrache-pied pour réouvrir la circulation sur l'avenue du 4 janvier avant la fin de l'année 2025 et entamer le boulevard Joseph Kabila. Les travaux se déroulent très bien, malgré des contraintes liées au matériel. Nous sommes présentement à peu près à 25% d'exécution physique. Pour le moment, pour les travaux supplémentaires. Mais pour l'ensemble des travaux, nous sommes à 75%. Nous sommes en train de faire les remblais. La route était coupée. Nous voudrions d'abord tout ça que remettre la circulation sur l'avenue du 4 janvier. Et ensuite, on commence à couper le boulevard Joseph Kabila, juste pour continuer avec notre canal. J'avais dit que ces travaux vont se terminer dans 6 mois. Et effectivement, je suis conscient que parfois nous allons terminer même avant. L'une des plus vieilles sociétés de la province du Congo central, la société Agrumbe, a été frappée de plein fouet par 2 actes de vandalisme, installation saccagée, activité paralysée. Ces images avec Betty Amanikunda. Fondée en 1899, la société agricole de Mayumbe, Agriumbe SA, est l'une des plus anciennes sociétés agricoles de la République démocratique du Congo. Forte de près de 500 employés, elle s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État en matière de développement agricole et environnemental. Dans ces cadres, l'entreprise promet et développe de nouvelles cultures modernes, soutenant l'innovation et la relance du secteur. Mais ce dimanche 23 novembre, la société a vécu l'un des épisodes le plus sombres de son histoire. Des pillages ont éclaté dans la cité de Lemba avant de s'étendre jusqu'aux installations d'Agriumbe, provoquant des dégâts considérables. Sur les sites de Lemba et de Luki, les assaillants ont tout dévasté. Ateliers, dépôts, bureaux administratifs et logements du personnel. Ils ont emporté outils, pièces mécaniques, motos, archives et équipements essentiels. Les stocks d'huile de palme, d'huile de jatropha, de miel, ainsi que 8000 savons jatroderme ont été entièrement vidés. Plusieurs installations ont été vandalisées, certaines même réduites en cendres. Selon la direction, ces attaques ne révèlent pas d'un mouvement spontané. Elles seraient délibérées, menées par des groupes soutenus par d'anciens membres occupant illégalement certaines concessions. Ces violences menacent les efforts de relance entrepris depuis plusieurs années, autrefois appuyés par des grands actionnaires congolais, dont Feu Kitengeyezu, figure clé dans l'histoire d'Agriumbe. Pour le PDG Jean-Paul Mélis, la situation est alarmante. Cet épisode met à mal tous les efforts fournis par la société. Une telle situation ne peut que porter préjudice à la République démocratique du Congo et être néfaste à son image, ainsi qu'aux efforts entrepris par les dirigeants pour attirer les investisseurs étrangers. Bagarre à l'Assemblée provinciale du Congo central. Les députés provinciaux se sont donné des coups de poing. Il y a eu plusieurs blessés et autres dégâts matériels. L'événement a eu lieu depuis le mois d'octobre dernier. Et les enquêtes sont déjà finies. Les auteurs seront sévèrement sanctionnés lors de la prochaine plénière, nous dit Toto Sungu dans ses commentaires. Le séquel des actes de vandalisme qui ont émaillé la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central continue de faire réagir. L'événement qui avait suscité l'indignation tant au niveau provincial que national a donné lieu à l'ouverture d'une enquête interne. Le nouveau bureau que dirige l'honorable Swami a initié la commission spéciale chargée d'établir des responsabilités, a rendu son rapport. Celui-ci propose une série de sanctions à l'encontre des auteurs présumés en vue de préserver l'image et la crédibilité de l'institution. Les élus provinciaux se sont engagés à tirer toutes les conséquences de ces incidents jugés inacceptables afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent. Les sanctions recommandées seront officiellement connues
lors d'une prochaine séance plénière déjà annoncée. Ces rappels à l'ordre s'inscrivent dans une volonté de restaurer le climat de travail au sein de l'Assemblée en proie de fortes tensions depuis plusieurs mois. Clap de fin de travaux du 5e congrès de la Société congolaise de la neurochirurgie, un congrès organisé à Lubumbashi. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme de ces congrès. Rodépanda nous en parle. L'Institut La Termitière a servi de cadre. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette activité consacrée à la neurochirurgie durant le 5e congrès de la Société congolaise de la neurochirurgie et d'autre part la campagne médicale gratuite Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'était une façon de mettre en exécution les directives du chef de l'État par le directeur de la CNSS, qui a fait le déplacement de Lubumbashi pour se rendre compte du déroulement de cette campagne et a promis d'autres cas qui viendront des autres provinces pour bénéficier de cette campagne. Je suis parmi les bénéficiaires du don du chef de l'État. On a fait les examens gratuits, on n'a pas demandé quelque chose, on prend soin de nous, on donne à manger, les lits sont gratuits, tout et tout. Les opérations qui coûtaient cher, qui allaient jusqu'à 9 000 $, mais aujourd'hui nous les avons reçues gratuitement grâce à son idée. Nous n'avons pas d'autre mot à dire que merci. Accompagner ma fille qui a connu un accident il y a 5 ans. La première opération n'avait pas bien tenu. Avec ce qu'on nous a donné comme information sur la campagne, on n'a rien payé et les consultations se poursuivent. Que ça ne puisse pas être seulement dans les Katanga, il faut que les autres provinces aussi puissent en bénéficier. J'ai appris qu'il y avait une campagne de neurologie. On ne m'a pas fait payer. C'est depuis longtemps qu'on avait demandé ces examens. Je n'avais jamais payé parce que je n'avais pas les moyens. Maintenant, Dieu merci, on les a fait gratuitement. Au président de la République, j'ai dit seulement merci. En tout cas, Dieu seul sait. Que le Seigneur les garde. Au directeur général de la CNSS, j'ai dit merci. Que le Seigneur continue à l'inspirer. Coup de chapeau donc à l'équipe médicale de cette campagne médicale gratuite. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Angèle Mabiala, réalisé par Junior Louyeye et Rodé Panda. La partie technique a été assurée par Rubens Kumbu Fidel Mbweni. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Balkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est dans moins de 30 minutes, donc à 20h avec Gaëtan Magalano. Au revoir. Qui a un téléphone? Vous avez tous des téléphones.